Pendant qu'on nettoie les dégâts des inondations, là où l'eau s'est retirée, puis il y a encore certains secteurs qui sont inondés toujours aujourd'hui, il y a toute cette question. Les spécialistes en rénovation, en habitation nous disent, il faut enlever les matériaux là, qui ont été inondés, le gypse, même le bois, tapis évidemment, etc. Parmi les choses qu'on craint, c'est le développement de bactéries, de champignons, etc., qu'on dit qui peuvent se développer dans les murs. Il y a l'Association des microbiologistes du Québec qui nous dit oui, mais attention, c'est-à-dire c'est pas un danger fictif, c'est un danger qui est bien réel, mais qui dit attention, il pourrait y avoir des entrepreneurs qui font peur au monde là, pour rien. Assurez-vous que, avant de dépenser de l'argent, assurez-vous que le problème est bien réel. Patrick Paquette est président de l'Association des microbiologistes. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est réel, la question des champignons qui peuvent se développer dans le gypse, dans le bois, si ça a été inondé. Oui. À partir du moment où est-ce qu'on a une inondation, qu'on a de l'eau qui s'est infiltrée dans les planchers, dans les murs, dans les cloisons sèches, puis qu'on a eu un certain temps là, d'humidité, ça devient un terreau qui est très fertile là, pour tout ce qui est champignons et moisissures. Des champignons et moisissures qui sont dangereux pour la santé? Pas toujours, mais pour la plupart du temps, oui. C'est sûr qu'il y a toujours une question de concentration. Combien il y en a qui se sont développés, en quelle quantité, où est-ce qu'elles se sont développées. C'est là que rentre en ligne de compte l'expertise d'un microbiologiste pour être capable de départager, de faire un point sur l'état de la situation, puis de mettre le niveau de risque là où il devrait être, pas trop haut et pas trop bas non plus. Et donc, l'objet de votre mise en garde, si je vous lis, vous dites, le gouvernement prévoit verser des sommes pour aider les victimes d'inondations. Vous craignez qu'une partie, là, je vous cite au mot, qu'une partie de cet argent profite à des entrepreneurs peu scrupuleux qui posent de faux diagnostics de moisissures et de champignons. Exactement, parce que c'est quelque chose qu'on a vu par le passé. Hein. La microbiologie, c'est pas une profession qui est encadrée par un autre professionnel. C'est pas, le titre n'est pas réservé. N'importe qui décide de se lancer en affaires avec pignon sur rue peut s'improviser spécialiste la qualité de l'air, spécialiste de la qualité de l'air, spécialiste des contaminations par les moisissures. Il y en a autant pour autant. Parmi ça, il y a des vrais microbiologistes, des gens qui ont des vraies formations, des vraies expertises dans le domaine, mais ça n'empêche pas les autres de vouloir arriver chez vous, sonner un matin, faire un diagnostic rapide, prendre un chèque, puis peut-être... Mais avec pour but de vous dire, faut tout changer, faut tout changer, faut tout défaire. Parce qu'ils vont récolter l'argent des travaux. D'une part, et d'autre part, pourquoi je ne pourrais pas vous charger le double, sinon même le triple de ce que ça aurait normalement coûté à faire ces travaux-là? On va voir à l'écran votre site Internet, parce que pour les gens, c'est vraiment l'Association des microbiologistes du Québec, là, votre site, vous offrez, on le voit apparaître à l'écran, la victime d'inondation, le petit onglet gris. Et donc, quand les gens vont cliquer là-dessus, ils ont un outil. C'est ça. Cet outil-là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu, à notre façon, là, de mettre l'épaule à la roue, aider les gens à se retrouver, parce qu'on sait que les gens, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qui sont victimes d'inondations, sont éprouvés. L'eau commence à se résorber tranquillement. On arrive avec la phase de travaux. C'est une autre montagne que ces gens-là doivent traverser. Puis nous, avec ce petit outil-là, 5 étapes faciles, on essaie de permettre aux gens de retrouver un peu des repères puis savoir quoi regarder, vers quoi être plus méfiant pour s'assurer que les rénovations se fassent correctement et qu'ils ne se retrouvent pas dans quelques années ou même dans quelques mois avec des problèmes de moisissure qui seraient conséquentes à des travaux de restauration qui n'auraient pas été faits correctement. Oui, parce que l'inverse est aussi vrai. Il y a des gens qui peuvent faire trop de travaux. On a vu dans les suites de Saint-Jean-sur-Richelieu des gens qui avaient voulu minimiser les travaux, qui n'avaient pas tout changé, qui avaient laissé de la laine, qui ont recaché ça, qui ont mis du gypse par-dessus le vieux gypse. Et les gens ont vendu leur maison. Ceux qui l'ont racheté se sont mis à avoir des problèmes respiratoires parce que quand la moisissure est installée dans les murs, c'est invisible, mais ça peut être drôlement néfaste pour la santé. Effectivement, puis c'est ça qui devient le plus pernicieux là-dedans, c'est qu'à l'œil, on voit pas, on sent pas toujours l'odeur de moisissure. C'est sûr que si on arrive dans un sous-sol, il y a déjà une odeur de terre humide, dans un sous-sol qui est fini. Bon, c'est déjà pas normal, mais on le voit pas toujours. Mais c'est ça l'odeur, c'est une odeur de terre humide, c'est comme une vieille cave de nos grands-mères. Oui, c'est une odeur qui est caractéristique de certaines formes de moisissure qu'on va pouvoir retrouver. Mais sinon, c'est ça, c'est qu'advenant que les travaux n'ont pas été faits correctement, ces moisissures-là font des spores, les spores se retrouvent dans l'air, on les inhale. C'est sûr, moi, je suis pas médecin, mais l'exposition aux moisissures, ça amène des problèmes d'allergie, des problèmes d'asthme, puis c'est des problèmes qui s'installent de façon chronique. Et là, c'est par la suite qu'on se rend compte, ah oui, c'est vrai, il y a 3-4 semaines, 3-4 mois, même plus, j'ai eu des problèmes d'inondation, j'ai peut-être pas fait les travaux correctement, et là, je suis peut-être pris avec un sous-sol qui est
pour lequel il y a une forte contamination de moisissure. OK. Mais la règle générale, quand on nous dit, par exemple, ceux qui ont été inondés, mettons, 5-6 pieds, là, quasiment jusqu'au plafond du sous-sol, ils disent qu'il faut tout défaire jusqu'au béton, tout arracher des matériaux. Dans les cas d'inondation aussi grosses, est-ce que cette règle-là est valide? Oui, oui. Dans les cas d'inondation majeure, entre autres, la SCHL, la Société hypothécaire du Canada, ont des lignes directrices où est-ce qu'ils vont parler justement de l'ampleur du problème d'inondation puis jusqu'où il faut aller dans les travaux. Quand c'est une inondation complète du sous-sol... C'est sûr que généralement, on retourne au béton. On retourne au béton, puis c'est souvent ça qui va être le gage de retrouver un environnement qui va être sain. Là. Mais dans les inondations plus petites, là, il faut y aller. Bien là, c'est là qu'il faut y aller avec discernement, puis qu'un microbiologiste professionnel, lui, va être capable de dire est-ce qu'il faut enlever tout, il faut enlever juste à 2 pieds, combien de temps il faut sécher, est-ce qu'il faut changer la laine, toute la changer. Donc, toutes ces petites nuances-là qui vont avoir un impact au bout du compte sur la facture, ouais. Sachant que le microbiologiste, c'est pas lui qui va faire les travaux. Il n'y a aucun intérêt à gonfler ou à diminuer la facture. Son intérêt, c'est la protection du public, mais encore là, il faut s'assurer que c'est un microbiologiste qui est adéquatement encadré, puis en étant membre de l'association, bien, c'est un bon point de départ. Merci beaucoup d'avoir été là. Patrick Paquette, président de l'Association des microbiologistes du Québec.